grand jury de RFM. Si sur votre bulletin de naissance, il est mentionné né à Dakar, vous êtes sans doute un privilégié à vie, puisque cette mention pourrait disparaître des actes de naissance si la ville de Dakar est supprimée en tant que collectivité territoriale. Le débat, la polémique lancée depuis la dernière sortie du ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement, Oumar Gueye, qui estime que les villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès n'ont plus leur raison d'être à ses yeux et au vu du Code général des collectivités territoriales. Le maire de l'une de ces villes, Guédiawaye, est donc notre invité. Bonjour Aliou Sall. Bonjour Babacar. Et vous êtes également le président de l'Association des maires du Sénégal. Pour combien de temps encore, si la ville de Guédiawaye est supprimée? On verra. Êtes-vous du même avis que le ministre des collectivités territoriales? Oui, je voudrais d'abord, après vous avoir remercié, dire qu'effectivement, si il est mentionné sur votre bulletin de naissance né à Dakar, sachez que vous êtes un grand privilégié parce qu'il n'y en a plus en fait depuis 2014. Parce que depuis 2014, avec l'acte 3 de la décentralisation, les compétences en matière d'état civil ont été totalement transférées vers les communes. Donc la mention né à Dakar, né à Guédiawaye, né à Rufisque ou à Thiès, elle n'existe plus depuis 2014 et ça c'est du fait de l'acte 3. Donc c'est vrai, il y a des questions de nostalgie et ce débat qui vient de survenir sur la question de la ville est aussi beaucoup teinté de nostalgie. On parle de disparition de la ville de Dakar comme s'il s'agissait de prendre des bulldozers, de raser l'hôtel de ville, de raser les services de la ville et même peut-être pourquoi pas de raser la ville. C'est un débat qui est devenu trop passionnant, mais moi je pense qu'il y a un moyen de débattre sereinement et puis de poser toutes les questions qu'il faut poser, mais dans le calme et la sérénité pour qu'on puisse arriver à une réforme de la réforme, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Alors, les arguments avancés par Oumar Gueye, c'est que ces villes doivent être tout simplement érigées en territoire départemental, la collectivité départementale. Des contre-arguments ont été opposés à Oumar Gueye, qui évoque le Code général des collectivités territoriales pour justifier sa thèse. Un code qui, en son chapitre 5 et aux articles 167 jusqu'à 187, qui traitent de la ville, de la formation de ses organes, de ses compétences, de ses finances et de ses relations avec les communes. Et puis des décrets pris en 2014 justement, qui ont institué ces villes. Donc la ville, elle existe aux yeux de la loi. Oui, là aussi il faut clarifier très simplement. La ville existe bel et bien comme collectivité territoriale. Mais c'est une collectivité subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas exister au titre de l'acte 3 de la décentralisation. Parce que dans le Code, il est dit à l'article 1er que les collectivités locales, maintenant collectivités territoriales, puisque le concept a évolué, les collectivités territoriales au Sénégal sont le département et la commune. Plus loin, il est dit qu'une ville peut être créée pour regrouper plusieurs communes, là, quelque part où il y a une certaine continuité urbaine et où ces communes ont un certain nombre de critères de convergence permettant de mutualiser un certain nombre de compétences. Parce que la ville, finalement, c'est un instrument d'intercommunalité. Le législateur, en écrivant ainsi la loi, a voulu susciter l'intérêt pour différentes communes de mutualiser leurs moyens. On nous avait aussi avancé l'argument selon lequel Dakar, Pikine et Guédiawaye ne peuvent pas avoir de conseil départemental parce que c'est de grandes villes. Ça, à l'élection, aux élections locales de 2014, c'était ça qui était avancé comme argument. On revient dire le contraire aujourd'hui. Oui, vous savez, quand il y a une réforme, comme aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la réforme. Quand il y a une réforme, il y a plusieurs idées qui surviennent. Il y a un débat contradictoire comme aujourd'hui. Et il y a certains qui pensaient que dans une zone urbaine qui a donc une certaine continuité, un certain lien entre les différentes localités, ce n'était pas nécessaire de créer un département. Et c'est pour ça donc que l'idée de ville a été développée. Par contre, à la pratique,
on se rend compte d'un certain nombre d'incohérences. Je suis maire de ville. J'ai du mal, et mes collègues maires de communes ont du mal à délimiter de façon nette la frontière de compétence entre la commune et la ville. Et donc, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a nécessité à pourtant des compétences clairement éditées dans le code des collectivités territoriales. Oui, mais quelque part, ce code présente aussi des faiblesses. Il faut accepter de le reconnaître. Si je prends un seul exemple, et c'est une question extrêmement sensible, la question du foncier. Il est dit que la ville a les compétences en matière de plan d'aménagement, de sol, de lotissement, etc. Et la commune a exactement ces mêmes compétences. Et cela a créé des soucis, ça et là. Autre exemple que j'ai à donner, on dit par exemple que la ville, tout comme la commune, ont la compétence d'aménager des cimetières, etc. La ville a aussi compétence de créer des rues, de fermer des rues, d'agrandir des rues, de même que la commune, sur le même territoire. Ça pose problème. Et il y a d'autres aspects qui sont des aspects économiques, financiers. En 2014, on le savait, Aliou Sall, avant de... Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, l'idée qui a prédominé, c'était d'encourager les communes à aller vers une mutualisation. Et comme c'était tout à fait nouveau, on s'est dit, le législateur s'est dit, si je ne fixe pas un cadre, il va être difficile pour les communes d'aller spontanément, librement vers une intercommunalité sans accompagnement. Et c'est ça l'idée de la ville. Et d'ailleurs, dans le code, parmi les obligations de la commune, il y a la nécessité de contribuer au budget de la ville pour demander à la ville de prendre en charge un certain nombre de compétences qui sont difficilement exécutables efficacement, en tout cas, à l'échelle d'une commune. Alors, dans les faits, il n'y a pas eu d'effort de mutualisation au niveau des communes. Dans les faits, il y a beaucoup d'incohérences, non seulement entre les villes et les communes, mais même entre les villes elles-mêmes, en termes de ressources. Aujourd'hui, on a du mal à avoir une répartition équitable des ressources. Vous voyez des villes qui se retrouvent avec une manne financière énorme. Je prends le cas de Rufisque, qui, c'est vrai, je dois souligner, qu'elle a perdu beaucoup de ressources du fait des coupes sur les ressources fiscales. Il y a beaucoup d'industries aujourd'hui installées à Rufisque et qui bénéficient d'exonérations fiscales. Nous l'avons d'ailleurs dénoncé. Ça, le président a dit qu'il faut corriger. Oui, il faut corriger. Mais si ces exos fiscales n'avaient pas eu lieu, Rufisque se serait retrouvé avec une manne financière dont elle ne sait même pas quoi faire. Parce que ses compétences sont tellement réduites. Au contraire de Guédiawaye, vous avez environ 2 milliards de budget à la ville. Un peu moins d'ailleurs. Cette année, nous nous projetons à 1,8 milliard, avec à peu près 500 millions en termes de fonctionnement et 1,3 milliard, 500 millions en investissement et 1,3 milliard en fonctionnement. La ville de Guédiawaye a une particularité. C'est une ville dortoir qui a énormément de difficultés de recettes, qui a énormément de difficultés pour prendre en charge les questions qui doivent être celles d'une ville, celles d'un département, les investissements structurants. Et moi, je veux qu'on pose ce débat. À quoi sert une ville? À quoi sert un département? À quoi sert une commune? Aujourd'hui, malheureusement, la ville est la statut de commune, c'est le code qui le dit. La ville et les villes, et la ville peut être département dans les cas de Dakar, Pikine, Guédiawaye, où les limites de la ville coïncident avec le département. C'est quand même trop incohérent. Il faut qu'on arrive à quelque chose. On peut appliquer ces mêmes limites aux départements déjà existants. Les conseils départementaux, difficile de mettre la main sur un investissement, une réalisation. Oui, mais ça, c'est une autre question. Ça, c'est une question. Ça, c'est lié à la faiblesse des ressources des départements. Et d'ailleurs, c'est un des autres points sur lesquels nous, élus, nous avons travaillé. Et sur lesquels nous avons interpellé l'État. Dakar, Pikine, Guédiawaye, ville ou département, les mêmes attributions, les mêmes possibilités financières. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver si nous réformons? D'abord, on enlève à la ville toutes les compétences qu'elle partage avec la commune. On ne peut pas avoir deux entités avec les mêmes compétences sur le même territoire. Alors, si on enlève les compétences de la ville qu'elle partage avec la commune et qu'on les transfère définitivement à la commune, il ne restera à la ville que les compétences d'un département. Alors, si on veut, on continue à l'appeler ville, puisque les gens tiennent à ce concept de ville, peut-être par nostalgie, mais je rappelle quand même que Dakar ne s'est pas toujours appelé ville.
À sa création en 1886, c'était une commune. Plus tard, dans les années 90, elle s'est appelée communauté urbaine. Et l'exécutif local ne s'appelait pas maire. Mamadou Diop a eu à être maire, certes, mais à un certain moment, il était président de la communauté urbaine. Donc, qui s'est allé jusqu'à Rufisque. C'est allé jusqu'à Rufisque. Cette façon de s'agripper sur les concepts de maire, sur l'appellation de maire, sur l'appellation de ville, est plus de la passion que de la raison. Les symboliques aussi, c'est important. Oui, c'est symbolique. Mais qu'est-ce qui est symbolique finalement? Est-ce que c'est le nom ville qui est symbolique? Mais je rappelle que nous ne serons pas, si la réforme elle est exécutée, les seuls à avoir une capitale qui ne s'appelle pas ville. Ailleurs, à Abidjan, au Cameroun, dans d'autres pays européens, les capitales peuvent s'appeler région capitale ou district ou région simplement. Et donc c'est une question d'appellation. Moi ça me gênerait pas demain que Dakar soit appelé je sais pas la région capitale, puisque encore une fois de plus, c'est où Dakar? Je parle du point de vue. Qu'on revienne à cette réalité physique que vivent les gens en fait. Les gens qui habitent cette région, ils considèrent qu'ils habitent Dakar. Et donc la ville de Dakar, et cette entité-là, comment on va la gouverner? Moi je pense que ça ne peut pas être gouverné à l'échelle d'une ville. On devrait pouvoir aller vers une mutualisation, une intercommunalité. Et d'ailleurs, il est prévu de mettre en place des pôles territoires et je crois que c'est l'occasion aujourd'hui de faire évoluer l'agglomération de Dakar vers un pôle territoire. Vous avez une position plutôt tranchée sur le sujet pour le président de l'association des maires que vous êtes. Votre association n'a pas encore délibéré sur la question. Sans embâche, vous cautionnez cette réforme-là. Pour vous, c'est nécessaire. Elle doit être appliquée. Vous savez, nous ne sommes pas une association qui délibère sur des questions aussi précises. Nous sommes une association qui nourrit le débat. Et nous nourrissons le débat non pas de façon exclusive comme un syndicat, mais nous nourrissons le débat avec les autres familles d'acteurs. Nous discutons avec l'État, nous discutons avec les acteurs du développement, nous discutons avec les populations. Et donc aujourd'hui, qui est plus à même de parler de ça? Tout un chacun est tout à fait libre. Moi, je suis là, certes, en tant que président de l'association des maires, mais je suis là aussi en tant que maire de ville. Ne l'oublions pas. Parce que tout le débat, on parle comme si aujourd'hui, il est question d'enlever à Dakar ses prérogatives, alors que Guédiawaye est une ville, Pikine est une ville, et pas des moindres. En termes de population aujourd'hui, si on regarde les glissements démographiques, Pikine est devenu beaucoup plus peuplé que Dakar. Rufisque est une ville, Thiès l'est aussi. Donc, il ne faut pas qu'on focalise le débat aux limites du département de Dakar. Parce qu'en réalité, d'ailleurs, de quoi parle-t-on? On parle du département de Dakar. Parce qu'on parle des communes qui composent le département administratif de Dakar. Mais on ne parle pas de Dakar, parce que Dakar, c'est jusqu'à Diamniadio. Et maintenant, les motivations politiques de cette probabilité, on ne peut pas ne pas les mettre sur la balance. Aliou Sall, Khalifa Sall, ancien superpuissant maire de Dakar, adversaire sérieux du président Macky Sall, et qui pourrait rebondir. Ce n'est pas un peu ça aussi? Moi, je pensais que Khalifa Sall serait candidat à la présidentielle, pas à la mairie de Dakar, aujourd'hui. Si on y croit la dimension que ses partisans et ses amis et autres lui donnent, je crois qu'il aspire plutôt à être président de la République du Sénégal, mais pas maire de Dakar. Je n'ai pas appris qu'il soit candidat à la mairie de Dakar, premièrement. Deuxièmement, on doit quand même fonder nos projections sur la réalité. Un maire de Dakar n'est jamais devenu président de la République, donc je ne vois pas pourquoi subitement le maire de Dakar devrait être une menace pour celui qui est président de la République. Mamadou Diop n'a pas constitué cette menace, Pape Diop
tout-puissant maire de Dakar n'a pas constitué cette menace. Les maires de Dakar peuvent faire perdre Dakar en président de la République. Oui, mais souvent. Dakar, c'est la capitale. Dakar, très souvent, a toujours été dans l'opposition. Ça n'a jamais empêché le président de la République du Sénégal, qu'il soit Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, de gouverner et de gouverner sereinement. Ça ne pose pas le problème. D'autant plus que, d'ailleurs, les dernières élections présidentielles et avant, mais notre coalition a gagné Dakar. Pourquoi on veut tout de suite, aujourd'hui, considérer que Dakar est perdu par notre coalition, puisque c'est nous qui avons vaincu lors des dernières élections? Non, c'est un faux argument. Il n'y a pas d'enjeu politique. D'autant plus que si on remplace la notion de ville par la notion de département, il y aura toujours un exécutif local. Celui qui va gagner, s'il est de l'opposition, il va être quand même président de Dakar. C'est même beaucoup plus proche de président de la République. Donc je ne vois pas pourquoi on met de la passion dans ce débat qui n'en est pas vraiment, qui n'est pas un débat politique, qui devrait être un débat technique permettant d'analyser réellement qu'est-ce que l'évolution institutionnelle peut donner aux populations. Si tant est que les villes n'ont pas leur raison d'être, est-ce que cela veut dire alors, Aliou Sall, que vous, par exemple, vous avez été depuis 6 ans maire de Guédiawaye inutilement? Ah non, pas du tout. Ce n'est pas ce qui est dit. J'ai été maire de Guédiawaye difficilement. Oui, parce qu'il y a des conflits de compétences, il y a des problèmes de ressources. Je le vis tous les jours. Mais en termes de bilan, je vous renvoie aux populations de Guédiawaye. Mais justement, quel est votre bilan à la tête de la mairie de Guédiawaye? Je peux pas tisser mes propres lauriers, mais je suis très à l'aise sur cette question. Et je sais que le jour où il sera nécessaire de faire son bilan, j'ai beaucoup de choses à dire. Cette émission, c'est 50 minutes, non? Je crois qu'il me faudra une demi-journée ou toute une journée pour aborder tous les aspects de mon bilan, qui aujourd'hui, les populations le disent, pas Aliou Sall, est totalement satisfaisant. Alors vous êtes fier de ce bilan? Oui. Alors, et j'ai pu le réussir. Pourquoi alors supprimer la ville de Guédiawaye? Alors, il faut qu'on se comprenne bien. Guédiawaye n'a pas de ressources. Nous avons développé beaucoup de projets à travers des partenariats. Justement, nous avons fonctionné en quelque sorte comme un département. Parce que, au lieu de vivre sur des taxes de marché qui n'existent plus puisqu'elles appartiennent aux communes, sur des taxes de publicité qui appartiennent désormais aux communes, sur des questions de proximité comme la gestion des postes de santé et autres qui appartiennent désormais aux communes, nous avons travaillé sur la planification. Nous avons travaillé sur la coopération, y compris la coopération décentralisée, et nous avons travaillé sur des projets transversaux. Et c'est ça le rôle d'un département. Et je suis sûr qu'ailleurs, les gens étaient obligés de travailler ainsi. Quand je vois comment la ville de Rufisque a essayé de se développer à travers des projets structurants, en travaillant sur la baie de Rufisque avec des projets extrêmement impactants, qui n'a pas vu encore le jour, mais qui est à l'étude. Tout ça, ça veut dire que quelque part, il n'y a pas d'espace communal pour la ville. Il y a plutôt un espace pour tout ce qui est projet structurant, tout ce qui est impactant pour l'ensemble des communes. Et c'est ça le rôle d'un département. Peut-être, quelque part, nous avons fait comme l'autre, faire la prose sans savoir que nous faisions la prose. Ville de Guédiawaye, nous avons fait des départements sans être au vrai sens du terme département, même si le code précise par ailleurs que nous sommes département. Et c'est ça le paradoxe. On ne peut pas avoir une entité qui soit une commune, qui soit une ville, qui soit un département. Nous voulons maintenant, mais le futur département, qu'il se concentre sur des questions économiques, sur des questions de planification, sur des questions de promotion de la culture. Et ça, c'est des questions éminemment transversales qui ne peuvent être adressées seulement de façon générale, les collectivités territoriales ne décollent pas depuis la dernière réforme, depuis l'application de l'acte 3. Le sentiment général semble être on ne sait pas à quoi ça sert finalement. Ah non. Nous avons joué un rôle déterminant dans la vie des populations à différentes occasions et depuis 2014, depuis l'acte 3. On parle de toutes les collectivités territoriales. Je parle généralement de toutes les collectivités territoriales. D'abord, en termes de ressources. Aujourd'hui, les transferts de l'État s'élèvent à plus de 55 milliards entre les fonds de dotation et les fonds d'équipement. En 2012, ces transferts étaient de 25 milliards, plus que doublés.
Pour près de 400 collectivités territoriales. Oui, mais c'est ce que nous sommes en train de dire, qu'on se comprenne bien. Je veux dire, il y a plus du doublement des ressources affectées aux collectivités territoriales. Je dis 400, ça fait plus. Permettant. Un demi-millier de collectivités territoriales, 55 milliards. À peu près, on a 557 communes, 45 départements, etc. Donc, voilà. Je veux dire, les ressources ont beaucoup augmenté. Mais plus que les ressources de transfert, ce qui a véritablement changé, c'est que les collectivités sont devenues conscientes qu'elles étaient responsables de leur destin et qu'elles pouvaient imaginer leur développement en partant de leur potentiel local. Je peux citer beaucoup d'exemples, sans parler de Guédiawaye. Des communes aujourd'hui qui ont développé des projets industriels, avec des zones industrielles, vivantes. Je ne parle pas sur le papier, vivantes. Vous allez à Sandiara. Aujourd'hui, vous n'en citerez pas beaucoup. Non, mais je cite Sandiara. Je vais vous citer Malicounda. Je vais vous citer Madina Cherif dans le Kolda, qui travaille beaucoup dans l'agrobusiness et les rizicultures. Je vais vous citer beaucoup d'autres communes. Je ne veux pas citer ma propre commune. Mais c'est des collectivités aujourd'hui qui ont pu, avec des partenaires, développer des activités qu'on ne pouvait pas imaginer à l'échelle d'une collectivité. Pourquoi les jeunes de ces collectivités territoriales, les jeunes qui résident, qui sont peut-être nés dans ces collectivités territoriales-là, pourquoi ces jeunes veulent quitter le Sénégal, prendre des pirogues, risquer leur vie pour aller... Mais Babacar, vous me posez là une question vraiment qui n'a rien à voir avec les collectivités territoriales. Non, je dis, vous parlez d'industrialisation, vous parlez de développement local. Oui, mais Babacar, le chômage, je suis de la majorité, mais le chômage est un problème compliqué. Ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et c'est un problème mondial. Les collectivités locales n'ont pas vocation à fixer les jeunes dans leur territoire. Les collectivités contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations, y compris la création d'emplois. Mais ce que je veux dire, la question du chômage, c'est une question tellement compliquée, qui nécessite tellement de ressources, qui dépendent d'ailleurs de l'économie globalement. Je ne parle même pas de l'économie du pays, mais l'État central a sa part de responsabilité. Mais tout le monde a sa part de responsabilité. Quelle est la partition? Même les parents qui laissent les enfants partir ont leur part de responsabilité. Donc, ça ne peut pas être pertinent aujourd'hui d'adresser cette question en ciblant, en indexant les collectivités territoriales. Avez-vous joué votre partition dans l'épanouissement, dans la promotion de l'épanouissement des jeunes? Mais tous les jours, je rappelle que parmi nos compétences, il y a les questions de jeunesse. Les questions de jeunesse, c'est quoi? Les questions de jeunesse, c'est faire en sorte que, en dehors du circuit même de l'école, qu'il y ait un cadre d'épanouissement culturel, qu'il y ait la promotion de la citoyenneté, que les jeunes puissent être formés. Et aujourd'hui, en termes de formation professionnelle, et ça, c'est surtout l'action de l'État, mais en rapport avec les collectivités territoriales, les possibilités qui s'offrent en termes d'offres de formation technique et professionnelle, mais plus que l'offre, en termes de financement en formation professionnelle et technique, n'ont jamais existé. Aujourd'hui, qu'on se dise la vérité, les jeunes qui veulent se former, ils ont une palette, une panoplie de possibilités qui n'existaient pas avant. Et tout ça, je ne peux pas dire que ce sont les collectivités, parce que ce ne sont pas les collectivités, c'est l'État. Mais c'est l'État avec les collectivités territoriales. C'est l'action publique. Ce sont des politiques publiques globalement qui permettent aujourd'hui vraiment, qui ont permis d'évoluer, mais de façon sensible en termes de création d'emplois. Mais de là à justifier le départ de ces jeunes qui ont un problème dramatique par l'inaction. Justification partie peut-être. Oui, mais on peut. Moi, cette question me dépasse. Très franchement, je veux avoir l'humilité de dire que la question de l'immigration, le développement local, je ne comprends pas. Quand est-ce que le développement local... Laissez-moi dire, je ne comprends pas un jeune qui se réveille en sachant qu'il a 50% de mourir dans l'océan parce qu'il a des difficultés, rassemble quand même un peu d'argent, 500 000, 1 million, je ne sais pas, 3 millions, pour prendre une pirogue et en sachant qu'il se suicide. Je ne comprends pas ça. Je ne crois pas que ce soit seulement économique. Je crois qu'il y a une part de psychologie collective. Il faut qu'on adresse sérieusement cette question, mais j'ai envie même de dire il faut qu'on prie, parce que moi ça me fait peur
de voir des gens partir, des enseignants partir, des étudiants partir, des gens qui travaillaient, qui avaient leur salaire partir, des tailleurs qui travaillaient, qui vivaient correctement partir. Mais moi, ça, je ne le comprends pas. Et je ne peux pas analyser ça sous l'angle exclusif de l'économie ou de la création d'emplois. Parce que ce n'est pas pertinent de l'analyser de ce point de vue-là. C'est un problème qui nous dépasse aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse beaucoup. Le développement local, quand est-ce qu'il va arrêter d'être un vain concept? Bon, moi, je ne fais pas de radicalisme comme vous. Ce n'est pas un vain concept. Par contre, il y a beaucoup de choses à faire dans la décentralisation. On a évoqué cette question de la ville, mais ce n'est qu'une question parmi tant d'autres que nous, élus, avons soulevé et avons posé sur la table. Par exemple, la question des compétences qui nous sont transférées et qui, en fait, en réalité, ne sont pas accompagnées souvent de ressources. Mais ça pose problème. Quel est l'impact aujourd'hui de la collectivité territoriale sur l'éducation dans sa collectivité, en dehors des fonds de dotation qui permettent plus ou moins d'aider un tout petit peu. Mais, par exemple, quand je prends l'exemple des départements, ça, il faut changer ça. On dit le département, il a la faculté de construire des lycées d'enseignement professionnel, mais il ne peut pas construire des lycées d'enseignement général. C'est une aberration. Et même les budgets de ces constructions qui sont gardés par les ministères, l'éducation, la santé, la jeunesse, le sport, etc., l'environnement, qui sont déployés dans les collectivités territoriales, ça n'a pas de sens. J'ai l'habitude de dire, c'est pas pertinent que ce soit une entité étatique qui aille balayer des rues à Kaolack, alors qu'il y a la collectivité, la commune de Kaolack. Quand même, la gestion des déchets, ça devrait être une question des collectivités territoriales, même si je comprends qu'à un certain moment, il y a eu des difficultés et que l'État a un peu resserré. Mais aujourd'hui, il faut qu'on repose ce débat sur la table. Il faut réellement qu'on accepte que la décentralisation est irréversible. Ça veut dire quoi? L'UCG n'a pas sa raison d'être? Non, ce n'est pas ce que je dis, au contraire. Ce que je dis, c'est que l'UCG qui a montré ses performances devrait pouvoir travailler avec les collectivités territoriales. C'est-à-dire que les collectivités devraient participer à la gouvernance de l'UCG. Mais l'UCG aujourd'hui est une entité strictement étatique. Ça pose problème. Parce que il faut bien connaître les priorités des collectivités territoriales. Savoir où mettre l'accent, où ne pas mettre l'accent, etc. Même dans les stratégies, dans les opérations de tous les jours. Nous voyons l'intervention de l'ICG, que nous saluons puisqu'il y a amélioration du service. Mais parfois, nous avons des demandes particulières. Mais je crois que si dans les instances de l'ICG, les collectivités étaient présentes, ou même si on avait demandé aux collectivités territoriales de contribuer financièrement en faisant une société où les collectivités sont actionnaires au même titre que l'État, etc., on pourrait concevoir vraiment une action, une synergie entre l'État et les collectivités dans cette compétence qui doit être, en tout cas partout au monde, la gestion des déchets est une compétence des collectivités. Alors, les insuffisances sont nombreuses, financières, techniques. Les incohérences territoriales également plombent un peu le développement local. Quand une commune encercle une autre ou piétine sur l'autre, ces incohérences territoriales... Mais c'est des problèmes. Et c'est justement ce qui m'étonne, c'est qu'on se focalise sur cette question de la ville, alors qu'il y a des questions importantes comme l'incohérence territoriale. Voyez-vous, c'est notre héritage, c'est l'héritage de l'évolution de la décentralisation. La création des communautés rurales est survenue à un moment où on avait des communes avec une certaine dimension. Ces communautés rurales, donc, naturellement, avaient des superficies... Pas de cadastre rural, ça c'est... Avaient des superficies vastes, et c'était admis. L'affaire Ndengler nous a montré qu'on ne sait même pas... où s'arrête, où commence... Alors, cette question est en train d'être réglée, parce qu'aujourd'hui, quand même, avec la NAT et les évolutions technologiques, on parvient à savoir exactement où s'arrête une commune et où commence l'autre. Mais le problème qui se pose, vous l'avez évoqué dans votre question, c'est de voir une commune englober totalement une autre. C'est-à-dire que quand l'enfant à l'école va apprendre les limites de sa commune, par exemple, s'il est un Fatikois, il va dire Fatick est une commune qui est délimitée au nord par la commune de Mbelakadiao, au sud par la commune de Mbelakadiao et à l'est par la commune de Mbelakadiao. Comprenez
quand même, ça pose problème. Et les gens de Mbelakadiao, ils ne sont pas contents. Parce que même pour déverser des déchets, les gens de Fatick sont obligés de le faire dans la commune de Mbelakadiao. Donc, il y a des problèmes comme ça, qui sont des problèmes très sérieux, qu'il faut régler maintenant que nous avons l'opportunité d'évaluer l'acte 3 et d'avancer vers quelque chose pour que les prochains exécutifs locaux, maires, présidents de département, puissent évoluer dans un cadre cohérent. Qu'allez-vous devenir, Aliou Sall, si la ville de Guédiawaye est supprimée? Ah, mais je vais être président pour diriger le département de Guédiawaye. Vous êtes candidat au conseil départemental probable de Guédiawaye? Je suis candidat à ma réélection en tant que maire ou en tant que président de département. Non négociable alors avec mais candidat, je suis candidat. Bon, mais alors... dans votre cas, vous dites toujours que c'est le président qui décide. Oui, mais attention, il y a deux choses. Quand on est maire, c'est quand même tout à fait naturel qu'on veuille renouveler son mandat. Maintenant, je l'ai vécu et d'autres l'ont vécu, mais si demain je suis candidat et que le président me dise non, c'est pas toi le bon candidat, mais ça me plaira peut-être pas, mais je vais plier, parce que c'est comme ça que fonctionne notre parti. C'est comme ça. Mais là, c'est clair, vous, si Guédiawaye change... Si la ville change en département, vous êtes candidat à la présidence du conseil départemental. Mais c'est clair, je n'ai même pas de doute à mon niveau. La concurrence locale, non, un peu? Franchement, aujourd'hui, on a une certaine harmonie. Je prie Dieu que cette harmonie puisse continuer, de sorte que vraiment, il n'y a pas d'animosité entre nous autres. Dans vos propres rangs, Lat Diop, non, je parle justement promu directeur général de la LONASE, mais avec bonheur. Khafour Touré, lorsque vous étiez à la CDC, qui avec dirige bonheur. Une entité de... Chaque fois qu'un fils de Guédiawaye, qu'une fille de Guédiawaye est promue, je suis content. J'ai l'habitude de dire, il faut qu'on ait... Il faut surveiller le comportement de Racine Talla aussi, maire de... Racine Talla, c'est mon grand frère. Vraiment, il n'y a pas l'ombre vraiment d'un désaccord entre Racine Talla et moi. Racine Talla, je le connais depuis 1993. Nous avons été ensemble dans la cellule de communication avec El Hadj Kassé, avec Adepouy, avec Marie-Angélique Savané, de la campagne électorale de Landing Savané à l'époque. Donc, vraiment, c'est des liens ancestraux, j'allais dire, en tout cas des liens très anciens. Il y a ensuite la réalité Malick Gakou, et ce qu'on appelle là-bas, semble-t-il, le phénomène Ahmed Aïdara, tout ça, ça vous... Bon, vraiment, j'aime pas parler des gens à titre individuel. Malick Gakou, c'est notre grand frère. C'est-à-dire que même quand il était dans l'opposition, on avait d'excellents rapports. Il est toujours dans l'opposition, non? Je pense qu'aujourd'hui... Prochaine question sur ça, d'ailleurs. Mais vous pouvez la poser maintenant. Pourquoi prochaine question? Moi, je parce qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini. Oui, mais on enchaîne parce que justement cette ouverture de la majorité. Hein, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. En tout cas, nous, majorité, quel est notre intérêt? C'est la stabilité du pays. Idriss Seck est venu, Oumar Sarr aussi. On annonce Gakou, il ne vient toujours pas. Est-ce que vous avez des informations, des nouvelles? Mais venir, ça ne veut pas toujours dire prendre un poste. Oui, bien sûr. Mais il faut qu'il... Mais il ne faut pas que les gens... Officiellement, qu'ils disent qu'il est dans le camp de la majorité. Il ne l'a pas encore fait. Oui, mais il ne l'a pas encore fait. Mais il est dedans déjà? En tout cas, bon, il est avec vous? Je l'ai taquiné l'autre jour. J'ai dit, bon, on dirait que le pied droit est là-dedans, le pied gauche pas encore. Mais nous le poussons à venir complètement. Il va venir, Malick Gakou? En tout cas, nous, c'est ça notre intérêt. Moi, il va venir, je ne sais pas, mais c'est ça que je souhaite. Bon, en tant qu'acteur politique à Guédiawaye, si Malick Gakou vient, Réumi est déjà venu, mais ça nous ouvre un boulevard politique. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné d'avance les élections. On ne gagne jamais d'avance une élection. Et il ne faut jamais sous-estimer... C'est un élargissement qui ne plaît pas à tout le monde dans le camp de la majorité. Landing Savané n'a pas caché sa frustration. Lui, le leader de Ande Diop PADS, authentique maintenant, Ande Diop, parti dans lequel vous avez milité avec votre frère aîné Macky Sall. Est-ce que... J'ai pas suivi les sorties de Landing Savané, oui, mais... Est-ce que ces plus-là n'engendrent pas des moins dans vos effectifs? Non, je crois pas. Je crois pas. Il faut élargir. Il faut élargir. Nous, notre intérêt, c'est d'élargir notre base politique. Notre intérêt, c'est la stabilité politique. L'intérêt du pays, c'est que la majorité qui gouverne soit la plus large possible. Il peut y avoir, ça et là, des gens qui peuvent être frustrés parce que c'est des questions de personnes aussi. Quand on élargit, forcément, bon, on élargit aussi les postures. Si à Guédiawaye, Malick Gakou vient, bon, il lui faut une place politique. C'est à nous tous maintenant d'avoir cette intelligence collective
à faire en sorte que chacun puisse avoir une place politique, puisse s'épanouir. Ça n'a rien à voir maintenant avec les postes politiques. Malick Gakou pourrait occuper à Guédiawaye là, je pense que il va, du point de vue national, c'est un presque alter ego de notre chef de parti, puisqu'il est chef de parti. Donc là, il n'y a aucun problème. C'est notre patron parce qu'il est chef de parti. Mais à Guédiawaye, je suis le patron, il va devoir me verser ses troupes pour que je puisse les gérer pour son compte. Et du point de vue gestion des affaires publiques, la place que vous lui prédisez Non, je ne connais pas ses intentions. Mais franchement, Malick Gakou, déjà en 2014, n'avait pas été candidat à la mairie de Guédiawaye. Il dit l'avoir regretté parce qu'il vous aurait battu. Il a dit dans cette émission. Oui, mais on peut toujours regretter des choses, revenir dans le passé, mais j'ai gagné. J'ai gagné et puis je suis encore candidat. Si j'ai en face Malick Gakou, je serai quand même candidat. Mais je ne crois pas que Malick Gakou sera candidat en face de moi. Ça n'a pas de sens au plan politique. Pour le futur conseil départemental de Guédiawaye. Oui, pour le futur conseil. Je ne crois pas que ça ait un sens politique pour lui d'être en face de moi. J'espère d'ailleurs qu'il va être dans notre coalition et que, comme il l'a fait en 2014, il va contribuer à notre victoire à Guédiawaye comme ailleurs. La sortie d'Aminata Touré maintenant lors de cette rencontre internationale organisée par le NDI, le National Democratic Institute, un think tank américain qui fait la promotion de la démocratie. Aminata Touré, ancien Premier ministre et ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental, elle a été limogée de la tête de cette institution pour sa position ou ses positions contre le troisième mandat. Selon plusieurs commentaires et analyses, c'est bien cela, vous confirmez? Je ne commande pas cela. Elle a en quelque sorte vilipendé Macky Sall, à qui on prête des intentions de vouloir obtenir un troisième mandat présidentiel. Que pensez-vous de cette sortie d'Aminata Touré sur le troisième mandat? Je considère qu'Aminata Touré est encore une camarade, donc je ne vais pas la critiquer, je ne vais pas parler d'elle dans cette émission. Le sort qui lui a été réservé par le président de la République, limogeage du Conseil économique, social et environnemental. Oui, vous avez en face de vous un chômeur, Aliou Sall. Il est cadre de ce parti, membre du secrétariat national, qui n'est pas à une position bien déterminée suite à sa démission en tant que directeur général de la Caisse des dépôts. Est-ce que je dois dire, moi, Aliou Sall, je ne suis pas directeur général, je ne suis pas ministre, je ne suis pas président d'institution, donc je vais être frustré. Non, ça en politique, il faut qu'on accepte aussi de militer, même d'avoir tout un cursus, d'avoir de la légitimité sans forcément avoir une responsabilité à un certain moment. Surtout quand on a eu à occuper des positions vraiment importantes dans ce pays. Donc, et je connais un peu quand même Aminata Touré. Je sais que ce ne sont pas des questions de poste qui l'intéressent à ce point. Peut-être qu'elle a des idées qui peuvent être contraires à l'idée de la majorité dans notre parti. Mais ça, pour le moment, c'est pas encore arrivé à un niveau d'antagonisme qui mérite que je vienne ici dans ce studio. Vous semblez dire quelque chose de très grave, Aliou Sall. Si elle est contre le troisième mandat et que c'est contraire à l'idée générale dans votre parti, c'est que dans votre parti, on est pour le troisième mandat. Je ne parlerai pas de troisième mandat. On vous prête des propos lors d'une inauguration d'une école dans le Guédiawaye. C'était du n'importe quoi. Vous pouvez me On a dit que vous avez dit priez pour nous pour le troisième mandat. Vous pouvez me varer. Parce que le VAR, ça existe. J'ai dit sous forme de boutade au marabout que j'espère que vous allez prier pour moi pour un deuxième mandat. J'espère d'ailleurs que vous allez prier pour moi pour un troisième mandat. Pourquoi pas plus? Et les gens ont dit non, pas 2 mandats, pas 3 mandats, vous resterez un maire éternel. J'ai dit mais attention, il ne faut pas trop parler de troisième mandat. Les journalistes sont là. Les gens sont allés raconter n'importe quoi. Mais moi, je suis un militant politique responsable. Je sais pas hier que j'ai commencé la politique. Je vais pas prendre le risque de semer le doute dans l'esprit des gens
en évoquant des questions que nous avons décidé au niveau de notre parti de ne pas évoquer. Votre sort personnel, justement, des jeunes qui vous ont favorable dans Guédiawaye estiment que vous devez être réhabilité après votre démission dans les conditions qu'on connaît, en plein débat sur les contrats pétroliers. Vous avez démissionné de la Caisse des dépôts et consignations. Je les comprends, mais je leur demande d'accepter le fait que ce n'est pas parce qu'on est cadre dans un parti, ce n'est pas parce qu'on est maire qu'on doit forcément avoir un poste dans un gouvernement ou à la tête d'une institution ou d'une entreprise publique. Vraiment, c'est pas mon dada. Ça vous affaiblit un peu quand même le pouvoir de ne pas être à des postes de responsabilité publique et d'avoir des ambitions locales à Guédiawaye. Je vous jure qu'aujourd'hui, je me sens plus fort que jamais dans Guédiawaye. C'est comme ça. Est-ce que le président, il songe à vous nommer à nouveau quelque part? Ah, si j'ai la capacité de connaître les songes du président, ça, je deviendrai fort. Vous ne vous y opposerez pas? Je ne crois pas. Ça, c'est pas un débat. Vous savez, moi, j'ai fait des études pour servir l'État. Aujourd'hui, je suis maire, donc je sers l'État. J'ai envie, comme tout un citoyen, de servir davantage l'État, mais ce n'est pas mon dada. Vraiment, ça ne m'empêche pas de dormir que d'être à des positions, puisque moi, passionnément, tous les jours, je sers le pays, je sers ma localité. Alors, maintenant, ça peut être un manque quelque part. Ce qui me frustre, c'est pas de ne pas avoir un poste, c'est d'être considéré comme une sorte de paria de la République. Ça fait mal, je le cache pas. Qu'on dise, oui, Aliou Sall est le frère du président, donc il ne doit pas être ça. Parce que ça, c'est une idéologie qu'on a développée. Le délit de parenté. Voilà, le délit de parenté, ça me frustre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne serai jamais d'accord avec ça. Mais quant à être dans un poste ou pas, vraiment, ça ne m'empêche pas de dormir. Est-ce qu'en famille, puisque on imagine que vous trouvez... Je ne parle jamais de ma famille. Oui, en famille, je veux dire, avec votre frère aîné et autres. Pas de ma famille. Quand vous parlez Sénégal, quand vous parlez avenir, vous évoquez troisième mandat. Quelle est la position de la famille? Je ne parle pas de ma famille ici. On a évoqué votre départ de la Caisse des dépôts et des consignations en tant que directeur général, départ motivé par toute la polémique qu'il y a eu autour de ces contrats pétroliers et gaziers. Vous étiez pointé comme quelqu'un qui a reçu des pots de vin pour faciliter l'installation de Franck Timis au Sénégal. Thierno Alassane Sall, ancien ministre de l'énergie du Sénégal, a sorti un livre dans lequel il vous cite, il vous accable. Quel est votre commentaire? J'ai pas lu son livre. Que pensez-vous de ce que vous en avez entendu? Je prête pas attention à ça. Ça aurait été mieux de lire, non? Quand vous êtes cité pour des choses aussi graves. Non, franchement, c'est pas que j'ai décidé de ne pas lire par dépit ou quoi que ce soit. J'étais occupé à autre chose. Il arrive qu'il y ait d'autres livres qui sortent que je ne lise pas. Peut-être qu'ils parlent de la gouvernance, mais on n'a pas toujours l'occasion de lire des livres. Que pensez-vous de lui, ancien ministre, qui vous accable? Franchement, moi, j'aime pas parler des personnes comme ça, même si elles m'attaquent, même si elles ne sont pas justes à mon égard. Je préfère, même quand ça me fait mal, je préfère pardonner. En me disant que peut-être que la personne ne connaît pas la réalité. Ou il y a un petit passage dans le livre où il dit vous êtes venu avec un ami chez lui faire le prix de grue, lui dire bro, il faut signer l'affaire. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai entendu parler, je ne vais pas commenter ça, franchement. Je ne vais pas commenter ça. Les associations à Guédiawaye nous en voudraient s'ils n'évoquent pas le prochain sujet, le littoral de Guédiawaye. Allons-y. Avec la spéculation foncière ajoutée au projet de la ville que vous dirigez, qui pourrait faire disparaître la bande verte des Filao par exemple, impact écologique, mais également déjà la gestion de ce foncier-là qui, selon beaucoup, regorge de zones d'ombre. Les gens disent beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Ça fait partie de mes frustrations de maire de ville de ne pouvoir avoir la liberté avec mon conseil municipal, mon conseil de ville, d'aménager selon un plan d'aménagement concerté, d'aménager le littoral pour le mettre en valeur. C'est une grosse frustration. Pourquoi? Parce que le littoral est classé. Et donc, on ne peut y agir que suite à un déclassement. Et ce déclassement ne peut être pris que par décret après une procédure. Cette procédure, nous l'avons entamée depuis 2014. Nous sommes passés par tous les filtres nécessaires.
par une commission régionale domaniale, par une commission régionale d'urbanisme. Nos plans ont été adoptés un peu partout. Aujourd'hui, ces plans sont sur la table du gouvernement. Nous souhaitons que le littoral fasse l'objet d'un plan d'aménagement qui soit intelligent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui règle la première préoccupation du respect de l'environnement et du développement durable. Deuxièmement, qui permet quand même d'absorber cette demande incompressible en matière d'urbanisation. Je vais vous dire, Guédiawaye est urbanisé à hauteur de 94%. Ça veut dire que 94% de Guédiawaye est occupé par des habitations et d'autres immeubles. Il ne nous reste que 6%. Sur les 6%, une bonne partie est non édificante, c'est-à-dire qu'on ne peut rien construire dessus. Donc il reste un infime pourcentage. Au même moment où nous avons plus de 24 000 habitants par kilomètre carré à Guédiawaye. C'est le département qui est le plus densément peuplé du Sénégal. On ne peut pas continuer à nous dire la bande, elle est là. De temps à autre, on prend 4 hectares, 5 hectares, on le donne aux magistrats. De temps à autre, on prend 4 hectares, 5 hectares, on le donne au syndicat des impôts et domaines. Mais les populations, elles, les collectivités, j'allais dire, parce qu'il y a la ville et il y a les communes, ne peuvent pas y accéder. Et à ce jour, il n'y a aucune action de la ville de Guédiawaye, de ma part, sur la bande des Filao. Je ne la gère pas. J'aurais souhaité la gérer, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais j'appelle encore les autorités à faire en sorte que la bande soit aménagée pour le bénéfice des populations et pour le bénéfice de l'environnement. Aliou Sall, on ne va pas terminer cette émission sans parler de l'épidémie de coronavirus avec cette tendance à la hausse des cas de contamination. Vous-même aviez été contaminé au coronavirus. Le respect des gestes barrières fait défaut pour la plupart de la population. Vous avez entendu un message à livrer pour qu'on fasse attention. Cette seconde vague, elle est terrible. On ne s'en rend pas encore compte. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Nous sommes en train de perdre beaucoup de gens du fait de la Covid. Et cette maladie n'a pas de frontières. Et elle est terrible, elle est aveugle, et elle est méchante. Et donc, il nous faut être vigilant. J'ai l'impression... Vous l'avez mal vécu? Non, c'était très dur, physiquement. C'était très dur. Moi, je suis resté à l'hôpital 21 jours, dont pratiquement une semaine aux urgences, à la réanimation. Donc, sous respirateur? Non, avec assistance respiratoire, c'est différent. Je n'ai pas été intubé, mais on m'a assisté pour mieux respirer. Et c'est dur parce que c'est 21 jours sans voir une seule personne que vous connaissez. C'est 21 jours sans interagir avec des gens. C'est 21 jours sans communication. Mais c'est 21 jours avec des piqûres, ne serait-ce que pour les anticoagulants, pour des gens qui ont des difficultés respiratoires, qui ont des problèmes de saturation. C'est au moins 6 piqûres par jour. C'est des comprimés qu'on prend à longueur de journée. Donc, il faut que les gens sachent que même si on n'en meurt pas, et on en meurt, et beaucoup trop même, il faut qu'on soit vigilant. Alors, moi, je lance un appel, pas au gouvernement, parce que le gouvernement est très vigilant, très sensible sur l'affaire, mais à tous les acteurs qui avaient contribué lors de cette première vague à mobiliser des ressources en faveur des hôpitaux, des CT et des centres de traitement, à encore se mobiliser. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et on ne peut pas, moi je ne suis pas d'accord qu'on revienne à des formes de restriction comme avant. Parce que ça va être terrible du point de vue économique. On ne pourra pas supporter. Vous comprenez les acteurs culturels, les sportifs Mais je les comprends. Je les comprends. Vous êtes pour la levée de ces restrictions pour qu'ils travaillent? Mais oui, moi je suis pour la levée. Je suis pour la levée, mais je suis pour qu'une prise de conscience vraiment profonde de tous les acteurs pour que les mesures barrières soient strictement respectées. Où que l'on soit. C'est gérable dans les lieux de spectacle, vous pensez? Moi, je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit vivre avec cette pandémie. Et donc, on doit vivre avec ces contraintes-là. Parce que si cela explose, si on est obligé d'aller vers des restrictions, ça va être une catastrophe. Merci Aliou Sall. Message reçu 5 sur 5. Merci d'avoir suivi le grand jury. Aliou Sall, le président de l'association des maires du Sénégal. Pour combien de temps, je répète la question, on ne sait pas, puisque on s'achemine vraisemblablement. Au moins jusqu'à la prochaine élection. Au moins. On s'achemine vraisemblablement vers la suppression des villes de Guédiawaye, Pikine, Rufisque, Thiès et Dakar. Restez avec nous, les programmes continuent. Merci à Yaya et à Abdou qui était à la régie, à Magui au digital. Bonne fin de week-end.